Bonjour et bienvenue sous Città Viva. Durant toute cette semaine, nous recevons José Rossi. Bonjour. Bonjour. On va parler donc, comme le nom l'indique, le nom de l'émission, projet de société. On rappelle que vous êtes tête de liste donc pour les élections territoriales, dont le premier tour aura lieu ce dimanche 6 décembre. Alors avant d'aborder justement ce projet de société, ce volet économique, mais dans ses, non pas microéconomique, mais économique dans ses grands principes, moins d'une semaine donc de ce premier tour des élections territoriales, comment s'est passée la campagne ? Écoutez, dans un climat relativement apaisé, bon, il n'y a pas de tension majeure, il y a une lassitude de l'opinion, une lassitude à l'écart des équipes sortantes qui dirigent la région. Les gens ne croient plus beaucoup aux promesses des uns et des autres et ils veulent entendre un discours de vérité, même quand ce discours est parfois pénalisant et qu'on révèle les réelles difficultés de la Corse. Il y a un défi à relever, c'est celui du redressement de la Corse face à une situation terriblement dégradée. Je crois que c'est possible, il faut garder l'espoir, mais en même temps, on ne peut plus se permettre de retarder les choix importants, de retarder les décisions courageuses, de prendre acte de la difficulté des finances publiques, raréfaction des fonds publics en particulier, et en même temps des choix en matière de développement qui soient des choix qui amènent réellement de la valeur en Corse, qui amènent de la richesse pour pouvoir partager dans une société qui est relativement pauvre dans son ensemble. Eh bien, il faut avoir des richesses nouvelles à créer, sans quoi pas d'argent public extérieur, pas de richesses nouvelles, mais on serait condamné à la régression et cela, ça serait dramatique pour la jeunesse insulaire. Alors une élection pour 2 ans, il va falloir faire vite ? Oui, il y a des décisions urgentes à prendre, des choix importants à faire dans l'immédiat, mais il y a en même temps une vision de l'avenir à développer dès à présent et il faut jeter les bases de ce qui sera fait au cours des mandatures suivantes. Il me paraît d'ailleurs anormal que le gouvernement ait choisi de faire unir une assemblée pour 2 ans, simplement pour préparer la collectivité unique. Je crois que toutes les régions de France élisent des conseils régionaux pour 6 ans. La Corse est la seule à faire ce choix pour 2 ans. Dans 2 ans, il faudra recommencer. Les campagnes électorales, c'est bien pour rencontrer l'opinion publique, pour rencontrer les électeurs, mais en même temps, c'est des moments perdus pour les efforts en faveur de la croissance et de l'emploi, ce qui est aujourd'hui le sujet principal de notre île. Comment est-ce qu'on aurait pu faire autrement, en fait, puisqu'avec l'avènement de cette collectivité unique, forcément, il va falloir réélire et une assemblée territoriale et des conseils. Mais tout simplement élire une assemblée pour 6 ans, consacrer les 2 premières années à organiser la collectivité unique et ensuite, dès qu'elle aurait été installée, gérer les choses. Bon, il fallait simplement déterminer un mode de scrutin pour la nouvelle assemblée, le faire tout de suite et avoir une assemblée qui puisse travailler sur la distance normale. Donc une campagne, rencontrer les gens pour faire passer votre message en fait, et puis vous disiez une certaine lassitude de l'opinion publique notamment. Ben oui, parce que quand on regarde les envers les politiques en général ou envers la majorité sortante ? D'abord la majorité, puisque c'est elle qui gouverne, qui est responsable. C'est une majorité de gauche coalisée, associant les communistes, M. Jacob, qui est le chef de cette majorité, les radicaux de gauche, les socialistes. Et même si aujourd'hui, M. Jacob n'a sur sa liste qu'une partie de sa majorité, puisque les communistes partent comme d'habitude de manière séparée, mais certains de ceux qui ont été associés directement à l'exécutif régional, qui ont été conseillers exécutifs, et qui pour certains ont été mis sur la porte, au pas de la porte par M. Jacob, ou ont quitté spontanément les choses. Je pense à Emmanuel De Gentili, qui a présidé l'Office hydraulique, qui a quitté cette responsabilité. Je pense à M. Ortsucci, maire de Bonifacio, qui était président de groupe et qui était associé très étroitement à la majorité et au choix qu'a fait cette majorité. Je pense encore plus à M. Zuccarelli, Jean Zuccarelli, qui était président de l'Agence de développement économique et qui aujourd'hui est extrêmement critique à l'égard des choix de la majorité et de ceux de son président. Donc je crois que cette dispersion des forces, quand on a une majorité sortante, ça veut dire que non seulement il y a les critiques de l'opposition, c'est naturel, puisque l'opposition veut l'alternance et veut une autre politique, mais à l'intérieur même de la majorité sortante, les voix sont dissonantes et critiquent la gestion du président sortant. Donc il y a de vrais problèmes. Les vrais problèmes, c'est quoi ? Bon, d'abord, le constat économique et social. Bon, le taux de croissance vertigineux du chômage, plus 60% de chômeurs en Corse, c'est le taux de progression le plus important de toutes les régions françaises.
Le taux de pauvreté, le taux de pauvreté, c'est les familles qui ont du mal à boucler leur budget en fin de mois, c'est 1/5, 20% de la population. Dans le reste du pays, c'est 14%. Vous voyez donc, sur ce critère aussi, on fait partie des régions les plus fragiles. Et puis, la croissance économique, tout simplement. Croissance économique qui avait progressé plus vite que la croissance nationale au cours des 10 années précédentes, grâce au crédit public, au crédit européen, au plan exceptionnel d'investissement. Et bien maintenant, malgré le plan exceptionnel d'investissement qui se termine très rapidement, dans les 2 années qui viennent, eh bien, on a une croissance quasiment zéro. Il n'y a pas de croissance. Et donc, pas de croissance, ça veut dire un chômage qui continue à augmenter. Vous avez 1500 personnes qui arrivent chaque année sur le marché du travail et l'économie corse aujourd'hui est très loin de créer 1500 emplois par an. Et donc chaque année, il y a 1000 à 1500 personnes de plus qui arrivent. Et si on reste dans cette situation, on va passer des 22 000 chômeurs actuels à 30 000 dans 5 ans. Nous ne pouvons pas accepter cela et c'est pour ça qu'on veut proposer une autre politique. Alors justement, cette autre politique, on va en parler, José Rossi, si vous le voulez bien, dès demain, puisqu'on va vous retrouver à ce même micro, même heure, même endroit, pour parler justement de votre programme. À demain. À demain. Bonjour et bienvenue, nous retrouvons notre invité de la semaine, José Rossi, bonjour. Bonjour. On est à quelques jours maintenant du premier tour des élections territoriales. On rappelle que vous conduisez une liste, celle des Républicains pour cette élection territoriale. On va parler justement de votre programme et notamment du volet économique. On s'est quitté hier en fait par rapport à ce volet économique avec une économie exsangue en Corse. Donc vous voulez relever le défi de cette économie exsangue et vous avez des moyens, des leviers. Bien écoutez, beaucoup de candidats, presque tous les candidats vous expliquent qu'il faut diversifier l'économie insulaire, aller à la recherche de nouvelles activités. On cite le numérique, on cite les énergies renouvelables qui peuvent créer de l'activité des entreprises nouvelles, on cite la recherche publique ou privée, on cite les nouveaux matériaux, les techniques nouvelles qu'il faut mettre en œuvre. Et c'est vrai que dans tous ces domaines, on peut, sur les 5 ans, les 10 ans, les 15 ans qui viennent, dégager de nouveaux emplois suivant de nos activités. Mais tout cela va prendre du temps et c'est un travail très précis qu'il faut faire pour accompagner, encourager ces nouvelles activités, créer les incitations fiscales ou sociales nécessaires et avoir une stratégie d'accueil des entreprises qui veulent se consacrer à ces nouvelles activités. Mais tout ça, c'est un travail de moyen terme. Je ne dis pas de long terme, de moyen terme. Il faut le commencer tout de suite, en effet. Et je suis partisan de cette diversification. Mais en même temps, je suis le seul à dire dans cette campagne qu'aujourd'hui, on a le feu dans la maison par rapport aux activités existantes. Et les activités existantes, ce sont celles qui font vivre les gens en Corse. Bon, tout ce qui est lié aux bâtiments et aux travaux publics, on nous dit, mais bon, pas de béton, plus de constructions qui peuvent porter atteinte à nos sites, à nos paysages. Bien sûr, je suis protecteur de l'environnement, mais en même temps, est-ce que vous allez laisser tomber toutes ces entreprises qui font vivre beaucoup d'insulaires? Dans les mêmes conditions, le tourisme, on voit bien qu'il manque de compétitivité aujourd'hui, qu'il manque d'attractivité. Quand les rivages du nord de la Méditerranée, sur la Côte d'Azur ou en Italie, on voit une croissance touristique du fait de la désaffection des rives sud de la Méditerranée, l'Afrique du Nord et ces régions qui sont proches, eh bien on voit la croissance se produire sur les rives nord de la Méditerranée, Côte d'Azur, Italie, je répète, et la Corse ne profite pas du tout de cette croissance touristique. Elle ne profite pas non plus des clientèles européennes. Et ça veut dire tout simplement que la Corse a perdu une partie de son attractivité. Les paysages, le soleil, les plages, la mer ne suffisent pas à créer cette attractivité. Il y a des problèmes liés au transport, cherté des transports pour les touristes comme pour les résidents d'ailleurs, et en même temps des produits qui sont moins compétitifs en termes de prix. Il faut savoir s'adapter à la comparaison que fait en permanence le client aujourd'hui lorsqu'il choisit un produit touristique, et en même temps le produit lui-même qu'il faut rendre plus attractif en y intégrant du savoir-faire lié à l'agrotourisme, lié à la culture, lié aux conditions de l'accueil. C'est un travail extrêmement fin qu'il faut faire, et donc je propose de lancer un vaste plan de modernisation des activités touristiques, pas seulement d'ailleurs l'hôtellerie, mais les hébergements de toute nature, qu'il s'agisse des hôtels, des résidences de tourisme, qu'il
s'agisse de l'accueil privé dans du locatif. Et évidemment, je suis de ceux qui disent qu'il faut régulariser les conditions de l'accueil dans le locatif. Il ne faut pas que ceux qui louent à titre privé, un peu clandestinement, soient bénéficiaires de rentes qui ne profiteraient pas à ceux qui déclarent tout et qui font leur travail dans des conditions normales. Mais au-delà de cette considération très partielle, il y a le problème de l'attractivité générale. Donc il faut y mettre les incitations financières, qui peuvent être les incitations fiscales, qui viseraient soit à dégréver des investissements, on bénéficie déjà d'un crédit d'impôt important jusque dans les 4 ou 5 ans qui viennent, il faudra sans doute le pérenniser, mais en même temps il faut chercher des allègements de charges qui pourront inciter à la modernisation des activités. Alors ça c'est le niveau du tourisme qui est la relance de l'économie privée, l'économie touristique, qui entraîne toute une série de conséquences sur les activités de service. Parce qu'au fond, de quoi vivez-vous, vous, entreprise privée? Eh bien, vous vivez de la consommation, des gens qui dépensent des moyens en Corse. C'est qui ces gens-là? Ce sont les salaires publics d'un côté, on va y revenir, mais c'est aussi les salaires des entreprises que les gens ont dans des entreprises de privées. Ce sont les travailleurs indépendants, les professions libérales. Pour situer les choses, je vous situe les rapports de force. Aujourd'hui, 35 000 salariés du secteur public ou parapublic, 65 000 salariés de l'entreprise et 20 000 travailleurs indépendants aux professions libérales. Eh bien, le tourisme entraîne très largement tout ce qui tourne autour du secteur de l'entreprise, du secteur privé, mais en même temps, les salariés du secteur public dépensent aussi. Alors, faisons un tableau général. Les fonds publics aujourd'hui s'épuisent. Vous avez moins de crédits européens, vous aurez moins de crédits d'équipement avec la fin du plan exceptionnel d'investissement en 2017. Ça a commencé déjà à se réduire puisqu'on a étalé ce plan sur 7 ans au lieu des 5 ans. Il aurait dû se terminer en 2015. Et puis l'État met moins d'argent en direction des collectivités parce qu'il a des difficultés. Les collectivités en Corse sont surendettées. Le département de la Haute-Corse est en situation de catastrophe. La région est en situation de surendettement. Et les communes d'Ajaccio et de Bastia sont dans la même situation. M. Renucci a quitté la ville en laissant la ville dans un état sur le point presque d'être mise sous tutelle par la préfecture. Bon. Et donc le travail de remise en ordre va être considérable. Donc ça veut dire moins d'argent public, moins de recrutement dans la fonction publique locale ou d'État. Et donc, si on réussit à maintenir les 35 000 emplois dans le secteur public, ça sera déjà un miracle. Bon, on fera les remplacements. Ceux qui partent à la retraite, ils sont nombreux parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans les services publics. Donc, ceux-là seront remplacés. On évitera de l'appliquer la règle de 1 sur 2 que l'État voudrait nous faire appliquer, l'État socialiste d'ailleurs, en l'occurrence. Mais il n'empêche qu'on va rester de manière relativement stable sur cet effectif. Par contre, le gisement d'activité, c'est dans le domaine de l'entreprise, à condition qu'il y ait de la croissance. Et c'est toute la question qu'il faut poser. Alors la croissance, moi je veux la relancer de deux manières. D'une part, retrouver des moyens publics pour réinjecter de l'argent public dans le dispositif, même si on est dans une période de difficulté. J'ai une proposition à faire à cet égard. Et puis, relancer l'économie privée et générer une circulation de moyens financiers dans toute l'économie de services qui fait vivre la Corse. La Corse, c'est des services surtout. Et ces services sont directement tributaires de la population permanente, des salaires octroyés aux salariés sur place, et en même temps de la valeur qu'amène la population touristique et qui doit laisser le plus de valeur possible en Corse. Merci beaucoup, José Rossi. On va se retrouver demain pour parcourir à nouveau votre programme et notamment le volet économique. À demain. Bonjour et bienvenue, on retrouve notre invité. Bonjour José Rossi. Bonjour. On va parler donc collectivité territoriale de Corse, élection à cette collectivité territoriale de Corse. On rappelle que vous conduisez la liste Les Républicains. Vous nous avez parlé hier donc de votre vision économique, notamment à travers votre vision du développement touristique. Ce développement touristique, il faisait partie intégrante aussi du document PADUC qui a été adopté par l'Assemblée de Corse. On a bien compris qu'il y avait deux visions différentes entre votre vision du PADUC et celle qui a été adoptée. Si demain vous arrivez en responsabilité, le remettrez-vous en cause? Difficile de le remettre en cause parce que la loi
prévoit qu'une fois qu'il est arrêté, il peut être contesté juridiquement devant les tribunaux administratifs, et c'est ce que vont faire beaucoup de municipalités et beaucoup de particuliers. Ça va retarder la mise en œuvre de ce PADUC, ça va créer de graves problèmes d'incertitude juridique, et puis il y a une possibilité de revision, en effet, au bout d'une période de 5 ans. Donc la mandature de 2 ans ne permettra pas de remettre en cause le PADUC tel qu'il existe, et c'est un vrai problème par rapport au développement. Mais il y a aussi la possibilité de faire ce qui a déjà été fait par la loi. La loi relative au PADUC a été amendée il n'y a pas très longtemps, à l'initiative de l'Assemblée de Corse et de l'exécutif régional. On peut demander au Parlement d'amender une nouvelle fois le texte sur le PADUC et sur la loi littorale, puisque c'était de ça qu'il s'agissait. Donc tout est possible, il ne faut rien exclure, mais bon, dans les 2 ans qui viennent, je crois que nous aurons d'autres urgences que de remettre en cause le PADUC, ça nous amènerait trop loin. Donc moi je crois que dans l'immédiat, il faut purger rapidement tous les problèmes juridiques que pose le PADUC et les illégalités qui s'y trouvent de manière patente et sur lesquelles l'Assemblée de Corse s'est passée allègrement pour ceux qui ont voté le PADUC. Et puis après, il y a des manières d'interpréter les choses aussi. On peut interpréter les choses de manière très stricte, on peut mettre un peu de souplesse dans ce qui a été voté. Mais globalement, je dirais que ce PADUC, ce plan d'aménagement et de développement durable, certes, la majorité de gauche a raison de dire que la majorité précédente n'a pas pu le faire. Bon, monsieur de Rocasser et monsieur Santini n'ont pas pu faire voter le PADUC parce qu'ils n'avaient pas de majorité. Et ils avaient un PADUC qui avait des choix très différents de l'actuel. Alors ces choix étaient-ils bons ? Était-il moins bon? Je n'aurais pas voté le PADUC tout à fait comme l'avaient présenté M. de Rocasser et M. Santini. Mais bon, je suis plus proche de ceux qu'ils ont présentés à l'époque que ceux que est présenté aujourd'hui par Mme Giudicelli, qui vient du Parti communiste et qui est une militante active, travailleuse, mais qui a des options idéologiques qui ne sont pas les miennes. Et c'est bien naturel, c'est le débat naturel. Donc moi je dis qu'aujourd'hui, et je crains de ne pas me tromper, c'est que ce PADUC ne va pas être une incitation au développement économique, ne va pas pousser à la croissance et à l'emploi, mais va être un frein, une véritable chape de plomb, un corset qui va peser sur l'économie insulaire et qui va être négative par rapport au développement. Le développement de l'entreprise a besoin d'initiatives, a besoin de certaines libertés, et tout en préservant l'environnement de manière stricte, là où il faut le préserver, il n'est pas nécessaire d'enfermer les communes dans des contraintes excessives. Il faut à certains moments aussi faire confiance aux maires, aux responsables locaux. Si les maires ne sont pas bons, il faut les changer, mais il ne faut pas faire un encadrement juridique qui contraigne les maires et qui les contraigne à l'inaction, à l'impossibilité d'agir. Je crois que c'est pas le bon niveau, le PADUC, pour dire on peut faire ou on ne peut pas faire sur le territoire d'une commune. Il faut un cadre général, des orientations générales, un véritable plan de développement. Or, le PADUC, c'est pas un plan de développement, c'est un plan de protection. De ce point de vue-là, il est parfait, si j'ose dire, en termes d'excès. Mais on a besoin, et on parle de développement aujourd'hui, on ne prévoit pas dans le PADUC la stratégie de développement, on n'a pas de perspective de taux de croissance, de perspective de croissance démographique, on ne choisit pas les zones dédiées à telle ou telle activité, on n'a pas de mécanique d'incitation à la création de ces activités, il n'y a pas de politique d'attractivité prévue pour les investissements extérieurs en Corse, dans les activités où la Corse n'est pas en mesure seule d'agir, dans les activités de recherche et des activités sophistiquées, on a besoin de compétences extérieures, on a besoin de l'accueil, quitte à trouver les bons partenariats avec les entrepreneurs insulaires. On parlait dans le passé, y compris dans les rangs nationalistes, de code d'investissement. Code d'investissement, ça veut dire qu'on acceptait des investissements extérieurs et on les orientait vers certaines activités que nous ne pourrions pas produire nous-mêmes. Cette idée a disparu. Aujourd'hui, on n'a pas de code des investissements parce qu'on ne recherche plus d'investissement. Et c'est l'investissement qui crée l'activité et l'emploi. Donc, je veux relancer une grande politique d'attractivité et en même temps l'agriculture comme... Bien sûr, j'y viens. Être en même temps le chef d'orchestre et l'animateur de la concertation interprofessionnelle pour dire ce qu'on peut faire et ne pas faire ensemble. Et bien sûr que l'agriculture doit jouer un rôle majeur et doit progresser considérablement. Je suis pour une stratégie de croissance très rapide de l'agriculture, mais ça ne veut pas dire encercler les villages et les communes d'espaces agricoles, même là où on sait très bien que même les chèvres ne peuvent pas pénétrer. Bon, donc il y a un juste équilibre à trouver. L'agriculture de qualité, l'agriculture bio, l'agriculture devient un élément essentiel de l'attractivité touristique parce que le produit agricole peut être plus
plus fort encore en termes d'attractivité que la politique de l'accueil qui est déjà extrêmement importante. Donc tout cela, vous le voyez bien, ça veut dire des choix faits en partenariat avec les professionnels et pas des choix faits sous la contrainte, sous la chape de plomb, sous la mise sous cloche de la Corse. Voilà. Alors une fois que j'ai dit ça, l'initiative privée, le développement privé, c'est très important, mais je pense que, je ne suis pas un libéral à tout craint, je pense que la Corse a besoin d'argent public et d'intervention publique, et je souhaite vous dire aussi comment je conçois les choses. Très bien, mais on en parlera dès demain, justement, de cet investissement public. Merci, à demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour José Rossi. Bonjour Maria. Tête de liste donc pour les élections territoriales qui se dérouleront ce dimanche avec l'investiture Les Républicains en même temps que vos 50 autres colistières et colistiers. Alors on a parlé justement hier José Rossi de cet investissement public qui est nécessaire, vous l'avez dit, à la Corse, même si l'investissement privé est pour vous essentiel, il reste une place. Alors, quelle place pour cet investissement public ? Alors, je vous disais lors d'une précédente émission qu'il y a beaucoup moins de moyens publics disponibles aujourd'hui parce que l'Europe a affaibli sur ces investissements en faveur de la Corse, parce que la Corse est censée avoir rattrapé ce retard, donc on l'aide moins. Le plan exceptionnel d'investissement, il se termine. Je rappelle que j'en ai été le principal négociateur lors des accords de Matignon dans les années 2000. Il se terminait en 2015, il a été prolongé de 2 ans, mais pas avec plus d'argent, simplement en étalant les moyens financiers disponibles. Moins d'argent de l'État, qui est fauché, excusez-moi, et puis des collectivités qui sont surendettées, qui ont fait monter la pression fiscale à des niveaux inacceptables pour les citoyens, comme l'État socialiste au plan national. Donc me direz-vous, où allez-vous trouver l'argent public et tout le monde baisse les bras? Eh bien non, moi je ne baisse pas les bras parce que je dis qu'à partir du moment où l'État, le gouvernement nous impose dans un délai très court la création d'une collectivité unique, et je ne suis pas contre la collectivité unique, mais je demande à voir d'abord, eh bien, il faut qu'il nous donne les moyens d'alimenter, pas le fonctionnement, les investissements que va apporter la collectivité unique. Manifestement, elle ne les trouvera pas dans les ressources traditionnelles. Et pourquoi faut-il des mesures compensatoires en faveur de la Corse? Parce que le découpage des régions dans l'ensemble du pays a créé des régions de plusieurs millions d'habitants, alors que la Corse, qui à juste titre est restée insulaire et n'a pas été rattachée à la région PACA ou à la région Languedoc-Roussillon, ce qui aurait pu être, elle est une île et elle doit avoir sa singularité. Mais 320 000 habitants, absence de marché intérieur suffisamment important, on a besoin d'une aide publique pour accompagner nos grands équipements structurants qui permettront la modernisation de la Corse. Alors, ces moyens supplémentaires, je vais les chercher dans ce que j'appelle une dotation de solidarité interrégionale. Ça veut dire que les régions continentales riches doivent payer pour la seule région pauvre qu'est la Corse. Et si parmi les régions continentales, il y avait une région plus pauvre, beaucoup plus pauvre que les autres, eh bien les régions riches devaient payer aussi pour cette région continentale. Je prends les cas de l'Allemagne. Vous avez les Länder qui sont presque des États dans l'État en Allemagne. Eh bien, les Länder les plus riches alimentent financièrement pour les investissements uniquement les Länder les plus défavorisés, et on arrive à un équilibre qui ne permet pas aux pauvres de devenir riches tout d'un coup, mais qui atténue les inégalités. Ça marche depuis plus de 60 ans. C'est un dispositif qui existe en France ? Alors, il n'existe pas à ce jour pour les régions, il existe pour les communes et pour les départements, mais figurez-vous que jusqu'à présent, les départements de Corse payaient pour assurer la solidarité à l'égard des départements du nord de la France qui ont des problèmes de chômage qui étaient plus forts que les nôtres jusqu'à présent. Et parce qu'à un certain niveau et certains critères, les départements corses paraissaient comme plus favorisés que certains départements du nord de la France. Eh bien, demain, on peut reproduire ce type de raisonnement, mais à l'allemande, si j'ose dire, parce que l'État n'a plus les moyens d'assurer la péréquation entre les régions. Il a lui-même des difficultés. Il est de plus en plus décentralisateur. Et en système très décentralisé, c'est les régions qui doivent s'auto-équilibrer en participant les unes en faveur des autres en fonction des évolutions de richesse de ces régions. Donc la Corse peut servir d'expérimentation pour ce type de processus qui à terme pourrait s'appliquer de manière systématique sur l'ensemble du territoire national. Et je vous prends un seul exemple. Les régions qui ont fusionné, par exemple la région Rhône-Alpes avec la région Auvergne, eh bien les Lyonnais de Rhône-Alpes payent pour les Auvergnats qui sont plus pauvres. Donc la solidarité est assurée aussi bien sur les territoires que pour les familles défavorisées à l'intérieur de la même région désormais qui est très grande. L'Aquitaine a absorbé le Limousin, qui était la région la plus pauvre de France, à peu près au même niveau que la Corse. Eh bien, les Bordelais qui sont en Aquitaine vont payer pour la solidarité en direction du Limousin.
Est-ce que vous pensez que les Bastiais vont payer pour les Ajacciens ou les Ajacciens pour les Bastiais? Non, ils ont aussi peu de facilité les uns que les autres. Donc pour nous, la solidarité ne peut venir que de l'extérieur de la Corse. Et c'est la conséquence du choix de l'isolement de la Corse sur ses 320 000 habitants. Nous ne pouvons pas vivre sans solidarité pour relancer la modernisation de nos équipements publics. Ça veut dire qu'il faudrait que la Corse ne soit plus une région à part entière? Non, c'est pas ce que je dis. Je dis exactement le contraire. Je dis que la Corse doit rester une région à part entière avec sa singularité, son identité, son isolement géographique, c'est une île, et qu'on doit tirer les conséquences de l'insularité et de son identité pour que dans le cadre d'une solidarité qui n'est plus seulement la solidarité nationale, mais la solidarité interrégionale, elle puisse avancer au même rythme que les autres. Sans quoi, les retards vont s'accumuler puisque difficultés au niveau de l'économie privée de l'entreprise et difficultés énormes au niveau de la rupture de l'intervention publique que l'on a connue jusqu'à présent et qui a été un élément essentiel de la croissance corse. Est-ce que c'est de la compétence de l'Assemblée de Corse que d'aller chercher un tel dispositif et comment on peut être sûr que les autres régions comprendront ce message? Non, ce n'est pas l'Assemblée de Corse qui va faire ça. L'Assemblée de Corse va donner un avis sur les ordonnances de valeur législative qui vont lui être soumises par le gouvernement. Et dans l'ordonnance relative au financement de la collectivité unique, cette ordonnance qui va avoir la valeur de loi, eh bien, il faudra dire très clairement que la loi institue une dotation interrégionale de solidarité au profit de la Corse et éventuellement d'autres régions plus défavorisées, s'il y en a qui sont aussi pauvres que la Corse. Eh bien, dans ce cadre-là, c'est la loi qui prescrit la solidarité. Les régions, évidemment, si on leur demandait de participer spontanément, ne le feraient pas et n'écouterait pas spécialement l'Assemblée de Corse. La question est de savoir si le gouvernement écoutera l'Assemblée de Corse, puisque c'est lui qui, par délégation du Parlement national, a reçu le pouvoir de faire la loi et d'inscrire dans la loi portant disposition sur la collectivité unique des mesures d'organisation et de compétences, mais aussi des mesures financières, et ça fait partie des mesures financières. Donc on va nous offrir une magnifique Cadillac pour rouler sur nos petites routes. Bon, il faut y mettre de l'essence, tout simplement. On ne peut pas faire rouler l'énorme voiture avec la belle carrosserie qu'on va nous offrir s'il n'y a rien pour la faire tourner, la faire circuler. Merci beaucoup, José Rossi. On va se retrouver demain pour notre dernière émission. À demain. À demain. Bonjour, on se retrouve pour notre dernière émission de la semaine en compagnie de notre invité José Rossi. Bonjour. Bonjour. Dimanche, premier tour pour ce scrutin des territoriales, donc avec ce premier tour donc des territoriales. On va aller voter pour les élections à la collectivité territoriale de Corse, un mandat de 2 ans, on l'a dit, un mandat qui en même temps court, mais au cours desquels on pourra faire beaucoup de choses. Oui, alors d'abord, il y a des dossiers urgents auxquels on n'échappera pas. Bon, les 2 dossiers urgents, vous l'avez bien vu ces derniers temps, c'est la question des transports. Monsieur Rocca vient de racheter la SNCF, mais ça ne règle pas pour autant le problème de la délégation de services publics qu'il faudra organiser. Nous ne sommes pas d'accord sur la délégation de services publics telle qu'elle a été votée par l'Assemblée de Corse à la fin de l'été dernier. Et donc nous voulons revoir le périmètre de la délégation de services publics et vérifier préalablement si il ne faut pas laisser jouer plus de concurrence. Vous seriez plus pour un système OSP, obligation de service public, et voilà, pas délégation? Je pense que conformément à ce que demande très clairement l'autorité de la concurrence au niveau européen, et qui conduit d'ailleurs à faire annuler régulièrement les délégations de services publics proposées par M. Jacob, il faut essayer des obligations de service public en y mettant plus de concurrence. Et si l'initiative privée, la concurrence, ne répond pas à la demande des obligations de service public, eh bien organiser, bien sûr, une délégation de service public, mais avec un périmètre sans doute plus réduit que celui qui existe actuellement, ce qui permettrait de gagner de l'argent sur l'enveloppe de continuité territoriale, de la réaffecter à une baisse des tarifs pour les résidents en particulier, et la concurrence elle-même faisant baisser les tarifs pour l'ensemble des passagers, qu'ils soient résidents ou touristes. Donc ça vaut de manière générale au niveau des principes. Puis l'autre dossier, c'est celui des ordures. Bon, je ne vais pas insister sur ce dossier. On voit bien l'échec patent qui a été celui de la région dans ce domaine, qui est responsable, je rappelle, de la politique d'environnement, et donc qui a bâti le plan régional pour l'élimination des déchets. C'est un échec, on n'arrive pas à les éliminer, ces déchets. Il faut revenir sur ce plan, le reviser tout de suite. Là, il faut y aller immédiatement. Et sans exclure aucune hypothèse pour le traitement ultime, sans mettre en cause bien sûr le tri, qui là est une donnée de base qui doit s'appliquer à tous, mais ce qui a été voté en termes de calendrier est une immense fumisterie. Bon, jamais on arrivera dans les délais prescrits à trier suffisamment
pour régler le problème de l'élimination des déchets ultime. Donc il faut revoir ce plan et n'éliminer aucune hypothèse en termes d'élimination. Je ne veux pas faire le choix aujourd'hui, mais bon, manifestement, le plan est trop contraignant pour trouver la bonne solution. L'incinérateur pourrait revenir. Il fait partie bien sûr des hypothèses, mais elle n'est pas privilégiée. Mais s'il fallait choisir cela, eh bien il faudra s'y résoudre, parce que sans quoi nous aurons les ordures qui s'entasseront à nos portes. Et ça sera bien plus pénalisant que les quelques fumées qui sont certainement moins inférieures à ce que vont faire les deux centrales de Lautiane et d'Ajaccio. Sur le dossier des transports maritimes notamment, puisque c'est là où le bas blesse en ce moment, donc le tribunal de commerce qui a désigné Patrick Roch comme le repreneur. Écoutez, bon, on a l'impression que les conditions dans lesquelles ces choix ont été faits sont un peu opaques. C'est vrai que de retard en retard, bon, il y a eu des choses qui n'ont pas été comprises par l'opinion, mais en même temps, comment voulez-vous qu'on puisse apprécier la décision d'un tribunal, bon, si on n'a pas participé soi-même à l'élaboration des dossiers? Alors, je pense que ceux qui portent des jugements sur cette question le font de manière hâtive et partisane. Je crois qu'il ne faut pas exagérer. Il y a une décision de justice qui a été prise. Si elle n'est pas bonne, il faut qu'il y ait un appel. Bon, voilà, mais ce n'est pas moi qui suis concerné. Nous, notre problème, c'est pas de savoir qui est désigné pour reprendre la SNCM. C'est un rachat privé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre en concurrence, que ce soit la SNCM ou un autre racheteur, le service public, si nous l'organisons. Parce que si vous avez un seul interlocuteur en face de vous, vous vous retrouverez dans la situation de la SNCM ancienne, dans une sorte de monopole qui gratifiera certes le repreneur à ce moment-là, mais qui ne fera pas plaisir aux usagers. Nous, notre problème, c'est d'avoir une continuité territoriale qui fasse baisser les prix pour les touristes et pour les résidents permanents, et qui répondent aux ambitions initiales de la continuité territoriale, ce qui est d'assurer le transport au même prix que si on était de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on utilisait le chemin de fer ou la route. Bon, on a complètement oublié, perdu de vue cette disposition. On parle en termes d'emploi, c'est important bien sûr, mais il faut penser à l'immense majorité de la population corse qui attend de voyager dans de meilleures conditions et à plus bas prix. C'est pas supportable que les gens continuent à avoir des tarifs aussi extravagants sur les compagnies maritimes et aériennes. Bon, je crois qu'il faut aller vers plus de concurrence et ouvrir un peu la mer et le ciel à la concurrence dans des domaines où les gens n'en peuvent plus. Bon. Une continuité territoriale, une enveloppe de continuité territoriale pour les touristes, ça sert à ça ? Non, ce n'est pas l'objectif. Pour les touristes, c'est la concurrence. Bon, je crois que si on avait plus de concurrence au moment où les touristes viennent en Corse, on aurait des tarifs moindres. Bon, par contre, il y a un service public qui ne peut pas être couvert par l'initiative privée à certaines périodes de l'année, dans certaines conditions. Et là, il faut effectivement l'intervention publique. On a perdu de vue cet aspect des choses. Donc, je pense que... Et imaginez qu'on ait demain une compagnie régionale maritime, pour reprendre ce thème qui n'est pas le mien. Bon, nous serions les patrons. La région serait le patron de la compagnie régionale. Bon, est-ce que vous imaginez que la région pourrait attribuer le marché à quelqu'un d'autre qu'à sa propre compagnie régionale? Non. Ça veut dire que vous faites le cahier des charges, vous trafiquez le cahier des charges pour attribuer le marché à la seule compagnie qui existe. Donc vous n'avez pas de concurrence, vous avez un monopole. Et donc vous allez privilégier certes l'emploi dans cette compagnie, vous allez avoir un outil qui sera un outil régional, ça fera plaisir à la fierté insulaire, mais vous allez avoir des prix qui vont être considérablement plus importants. Donc je crois que la continuité territoriale, l'intervention publique, c'est d'abord pour faire baisser les prix et assurer les transports dans les meilleures conditions possibles. Ce n'est pas la création d'entités publiques visant à créer de nouvelles administrations, ce n'est pas l'objectif. Le fameux dispositif d'aide sociale qui avait cours à l'Assemblée de Corse a été retoqué aussi. Écoutez, aide sociale ou pas, moins il y aura d'intervention publique pour financer les transports maritimes, mieux on se portera. L'intervention publique doit servir à couvrir les initiatives que ne peut pas supporter, que ne peut pas assurer l'initiative privée. Voilà, je crois qu'il faut rester sur ce schéma. Nous serons toujours sur cette logique et après on adaptera nos positions en fonction des propositions et des initiatives privées. Parce que s'il n'y a pas d'initiative privée, effectivement, à ce moment-là, il faut bien se reposer la question de l'organisation du service public. Bon, mais il faut
respecter les choix européens et aller dans cette direction. Et de ce point de vue, je suis tout à fait formel. Alors, bon, certains proposent de diminuer la taxe sur les transports. C'est une recette fiscale importante pour la région aujourd'hui. Au moment où le budget est exsangue, le budget de la région, avant de chercher... Voire même de la supprimer carrément. Bien pour sûr, certains. ceux qui l'ont mise en œuvre veulent la supprimer. Bon, la taxe sur les transports, on n'est pas obligé de la mettre au départ. Bon, quand elle a été créée en 1992, c'était Jean Badjeune et Jean-Paul de Rocasser qui étaient présidents, et ils ont d'emblée décidé de mettre la taxe au taux plafond. Et depuis, elle est restée au taux plafond. Moi qui avais été rapporteur du projet à l'Assemblée nationale, j'avais dit on peut la mettre entre 0 et le chiffre X. Bon, ils n'ont pas mis 0, ni 0,1, ni 0,2. Ils ont mis tout de suite le plafond. Bon, maintenant on nous propose de la supprimer. C'est les mêmes d'ailleurs qui proposent de la supprimer. Je suis d'accord. Si on trouve les recettes fiscales qui permettent d'alimenter le budget, je veux bien. Bon, voilà. Bon, si on a une belle dotation du type de celle que je propose qui suffit à équilibrer le budget, pourquoi pas? Moi, je suis pour la diminution des taxes de manière générale, pas seulement la taxe sur les transports. Mais chacun sait que quand on a créé des taxes, après, il est difficile de faire marche arrière. Simplement un discours de vérité que je vous tiens. Mais si je peux avoir moins de taxes, je souhaite qu'il y ait moins de taxes, c'est clair. Mais bon, je doute un peu sur notre capacité à équilibrer nos budgets. Merci beaucoup José Rossi d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. C'était un plaisir. On va vous laisser le mot de la fin, à 48 heures à peu près du premier tour de ces élections territoriales. Écoutez, je souhaite gagner le premier tour au sein de ma famille, être très clairement devant Camille de Rocasser pour briguer ensuite l'exécutif face à Paul Jacob et avoir un beau duel avec Paul Jacob au deuxième tour pour que l'alternance que je propose puisse être mise effectivement en œuvre, sans quoi ça ne serait que des mots. Mais dans ce cas-là, je ferai mon travail d'opposition mieux sans doute que ceux qui l'ont fait jusqu'à présent de manière insuffisante à mon sens. L'opposition ne doit pas être une opposition destructrice, ça doit être une opposition alternative, une opposition d'alternance. Bon, et aujourd'hui, je crois qu'on manque singulièrement d'une vision de l'alternance, et ce que j'essaye de combler pendant la campagne, en essayant d'amener une équipe totalement nouvelle, puisque dans mon équipe, il n'y a pratiquement que des nouveaux venus et surtout des talents. Quoi qu'il en soit, la fusion avec Camille de Rocasser est acquise parce que nous avons un accord politique très clair. Celui qui est en tête, celui que le suffrage universel mettra en tête au premier tour, celui de nous deux, dirigera la liste au deuxième tour avec le concours et la participation de l'autre. Cette liste sera faite en stricte proportion par rapport à nos résultats de premier tour, et celui qui gagne éventuellement la majorité à la tête de cette liste unique sera le candidat à l'exécutif. Donc en réalité, en votant pour moi ou pour Camille, je propose qu'on vote pour moi, très clairement. On choisit le président d'exécutif dans l'hypothèse où on a une majorité pour battre M. Jacob. Merci José Rossi, à bientôt. Merci.